Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence et pour votre participation à cette assemblée annuelle. Donc moi je suis Pascal Balmand, je suis vice-président catholique d'Église Verte et il m'est choix ce matin le rôle du fil rouge, du gardien du temps et voilà. Donc vous allez devoir me supporter pendant 2 heures et demie, mais pas que moi, Dieu merci. Parce que Église Verte, c'est d'abord vous, ce sont vos communautés, et puis en même temps, Église Verte, c'est aussi une équipe. Donc on va peut-être commencer très très rapidement par montrer qui fait partie de cette équipe. Alors, on va commencer par les membres salariés. Donc vous avez, on va partir en bas à droite sur la photo. En bas à droite, c'est Hélène Noisette, sœur Hélène Noisette, qui est notamment en charge de la déclinaison, vous l'entendrez tout à l'heure, de la déclinaison congrégation. Au-dessus d'elle, au-dessus sur la photo, sœur Nathanaël, et puis encore au-dessus de sœur Nathanaël, Blandine Masson. Toutes les deux sont en phase de relais l'une par rapport à l'autre sur la déclinaison monastère. Si on va à gauche de Blandine, on a en même temps sur la même photo Juliette qui assure ce matin toute la dimension technique, mais qui est la seule à être à temps plein constamment dans nos locaux à Paris et qui assure plein de choses, mais notamment tout le suivi des communautés, puis tout ce qui relève des formations. À ses côtés, Delphine. Delphine ne peut pas être avec nous ce matin parce qu'elle nous représente, elle vous représente, elle représente l'Église Verte au colloque des associations familiales protestantes à Dijon. Et elle est notamment en charge de la déclinaison famille. Et puis en dessous, Marie-Lorraine qui s'occupe plus particulièrement de la déclinaison association, mais aussi du suivi avec toute l'équipe, du suivi des communautés avec toute l'équipe. Ça, c'est l'équipe permanente. Et puis, l'autre partie de l'écran, à gauche de l'écran, vous avez les 4 membres du bureau. Alors, on va commencer par le président pour respecter la hiérarchie. Donc, le président en bas, c'est Robin Sauter, pasteur Robin Sauter de Valence. Juste au-dessus de lui. Non, Roman sur de roman, oui. Mais bonjour tout le monde. Du coup, j'en profite. C'était fait exprès pour que je puisse prendre la parole. Oui, pardon. Juste au-dessus de lui, Jean-Pierre, qui lui aussi, il est à Dijon ce matin, mais il est avec nous en visio. Et Jean-Pierre est le trésorier de l'association. En bas à gauche, le père Pierre Casarian, orthodoxe, qui va dans quelques secondes nous proposer un temps de prière. Lui, il est à Montpellier. Et puis donc moi, au-dessus, voilà, vous m'avez déjà vu. Ça, c'est l'équipe. Donc dans quelques secondes, je viens déjà de le dire, temps de prière proposé par le père Pierre Casarian. Et puis ensuite, notre matinée va s'organiser dans une alternance entre des moments d'information partagée et puis des moments d'échange en atelier, en 4 temps successifs. D'abord, premier temps, un état des lieux de la vie d'association sous différents aspects. Deuxième moment, un temps d'atelier, d'introspection communautaire sur l'impact de la démarche Église Verte sur nos communautés, sur nos façons de faire Église. Le troisième moment d'information sur la vie, les projets et les déclinaisons. Et puis, quatrième moment, un temps d'atelier autour du 5e anniversaire d'Église Verte. Et nous finirons bien sûr par un temps de clôture et de prière. Donc voilà pour les grandes lignes de notre matinée. Et donc, elle va s'ouvrir avec le Père Pierre, par un temps de prière. Donc, Pierre, je te laisse le micro. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. Saint, visite et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais délivre-nous du malheur. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait toutes choses au ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, qui regarde les humbles et ne méprise pas les pécheurs, mais a établi la conversion en vue du salut. Toi qui as promis par les prophètes de faire couler la paix comme un fleuve vers Jérusalem, là où montent toutes les nations de la terre, et au jour de l'accomplissement de ta parole, nous a donné la paix dans ton Christ, afin qu'elle soit engendrée dans le cœur de l'homme. Toi-même, manifeste en ce jour ta miséricorde envers tes serviteurs et tes servantes qui souffrent de la guerre sur la terre d'Ukraine, car la paix a été bannie de cette terre et c'est vers toi que nous accourons. Exauce la prière de tes serviteurs et fais que cessent toutes les guerres et l'inimité entre les hommes, toute malédiction ou condamnation. Éteins les passions de la haine, apaise aussi nos craintes et nos souffrances, toi qui, par la croix de ton Fils, as écrasé le diviseur et aboli tout châtiment. Donne-nous de pardonner à ceux qui ont péché envers nous et pardonne-nous aussi tout péché envers nos frères, car il n'est point de paix en nous-mêmes à cause de nos fautes. Ainsi, dans ta bienveillance, fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Affermis-nous dans tes commandements et nous serons affermis. Bénis-nous de tes bénédictions et nous bénirons ton Saint nom. Car tu es le roi de la paix, le sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. Je te rends la parole, Pascal. Donc, nous ouvrons le premier de nos 4 moments successifs. Ce premier moment est un moment d'état des lieux, d'information sur un certain nombre de points relatifs à l'activité et aux propositions que nous pouvons vous faire et aux services que nous pouvons chercher à nous apporter les uns les autres. Et c'est d'abord Marie-Lorraine qui nous présente voilà, un panorama d'Église verte aujourd'hui et de l'outil Scolana. Marie-Lorraine, à toi. Bonjour, merci beaucoup Pascal. Donc effectivement, Marie-Lorraine, je travaille pour Église verte, je m'occupe du suivi des communautés et je vais tout de suite vous partager mon écran pour faire avec vous un petit état des lieux. Donc, Église verte a démarré en 2017 et on est aujourd'hui en 2021. Alors, je vous propose tout d'abord de regarder les chiffres qui sont dans les carrés bleus. Ça, ce sont les nouvelles inscriptions. Donc, il y a eu au moins un minimum de démarches sur les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Le label aujourd'hui, donc le label est œcuménique, avec actuellement 81% de structures catholiques, les protestants, les structures œcuméniques et une toute petite tranche orthodoxe. Simplement pour vous dire que les catholiques étaient 61% fin 2018, 81% fin 2021. Le type de structure inscrite est lui aussi en constante évolution. Actuellement, on note une diminution de la part des églises et une augmentation d'autres types de structures, ce qui nous encourage notamment dans la sortie des déclinaisons dont on va parler juste après. Dernièrement, je voulais juste vous signaler que nous avons réparti géographiquement le suivi des communautés. Donc, communautés qui ne sont pas dans les déclinaisons. Tout ce qui est monastère, association, etc., ce sera vraiment suivi sur un dispositif. Et donc, je parle des communautés qui sont sur le label initial, donc notamment les paroisses. Donc, Delphine va s'occuper de la partie est de la France, moi-même de la partie ouest et Juliette de la région parisienne et un peu plus. Cette carte n'est pas une… Si cette carte, pardon, elle représente les régions administratives, mais a été découpée par région de l'EPUDF, de l'Église protestante unie de France, que l'on retrouve par les symboles
afin que l'on puisse être interlocutrice pour chaque diocèse et aussi j'ai pour mission de vous présenter notre base de données qui a été mise en place par Frédéric, que l'on salue encore. Juliette va vous injecter dans la discussion un tutoriel sur la manière de vous connecter à cette base de données. Donc, c'est une base qui permet de retrouver toutes vos informations en ligne. N'hésitez pas à aller voir dans votre discussion pour trouver le tutoriel si vous en avez besoin. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemble cette base de données, à quoi ressemble la... Est-ce que je suis sur la... Oui, je suis sur la bonne... À quoi ressemble la base de données lorsque l'on est rentré dedans, lorsque l'on a suivi le tutoriel pour se connecter. Alors, moi, j'ai créé une personne qui appartient à l'organisation Tarn en Occitanie. Voilà, c'est pour l'exemple. Et voilà, quand on se connecte, excusez-moi, vraiment, on voit ça, on voit plein de prévisualisations de l'éco-diagnostic. Donc ça, c'est si vous voulez, si un jour vous êtes intéressé pour regarder d'autres éco-diagnostics, mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse actuellement. Pour retrouver votre communauté, il faut aller tout en bas de la page. Et là, vous retrouvez votre communauté avec son nom, votre profil avec votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Vous pouvez ensuite accéder à votre communauté en retrouvant toutes les informations. Vous retrouvez votre profil ainsi que tous les profils qui sont associés. Donc, votre pasteur ou votre prêtre, par exemple, d'autres personnes qui sont dans la cellule verte. Là, on peut ajouter des membres en cliquant sur le bouton bleu. On peut aussi en enlever. Et vous retrouvez le nom de votre interlocutrice Église verte. Donc, c'est la carte que je vous ai montrée précédemment. Ça, c'est l'adresse de la personne qui suit votre communauté, dont vous pouvez retrouver l'adresse directement sur votre espace en ligne et que vous pouvez contacter. Dans l'espace suivant, vous retrouvez vos anciens éco-diagnostics, quand il y en aura, puisque cette année, on remplit les premiers éco-diagnostics dans l'espace en ligne, avec donc des options. Et chaque année, pour la mise à jour de votre éco-diagnostic, il faudra créer un nouvel éco-diagnostic. Donc, tout se passe là. Voilà, c'était la présentation de l'espace en ligne de notre nouvelle base de données, en espérant que ça vous aidera. Et donc, je vous répète, pour se connecter, c'est le tutoriel qui se trouve dans la discussion. Merci. Merci Marie-Lorraine. Et c'est Juliette qui prend le relais pour nous présenter rapidement un certain nombre d'outils. Donc, pour vous aider à communiquer auprès des membres de votre paroisse, à communiquer envers l'extérieur, parce que l'Église verte suscite toujours beaucoup d'enthousiasme auprès des gens qui ne connaissent pas. On a prévu plusieurs outils pour vous aider en cela. Donc, le premier, c'est le gilet Église verte que vous pouvez nous commander si vous avez besoin d'être visible dans l'espace public. Et bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer à vélo. Le deuxième, ce sont les fanions Église verte. Donc, il y avait eu une précédente version jusqu'à 2020, mais qui était petite et qui nécessitait l'envoi d'un nouveau fanion à chaque nouveau niveau atteint. Et donc là, on a une nouvelle version plus grande où on peut sérigraphier ou broder les niveaux atteints au fur et à mesure du temps. Donc, ce fanion-là, on l'offre en remerciement aux communautés qui nous soutiennent financièrement. Donc, on parlera des sous plus tard avec notre trésorier. Et donc, nous avons confectionné et nous sommes en train d'attendre la livraison des autocollants si jamais vous avez envie de faire de la pub sur des supports plus réduits. Et donc, j'arrête le diapo et je vous montre en vrai à quoi ça ressemble. Donc, les gilets, ils sont comme ça. Voilà. Et vous avez le logo de l'autre côté, donc fabriqué par une entreprise à Romans. Oui, c'est à Romans, Robin, ou c'est à Valence? Bon, c'est dans la Drôme, en tout cas. Oui, c'est à Romans. C'est à Romans. Le fanion, donc, qui est en lin, le lin qui a poussé en France, tout a été assemblé en France. Et le lin, c'est une super plante
pour les vêtements parce qu'elle a besoin de quasiment rien comme produit chimique pour résister. Donc, vous voyez les niveaux ici. Voilà, et les autocollants, ils font 4 sur 8 ou 5 sur 7, quelque chose comme ça. On les mettra en ligne sur notre site dans la rubrique outils de communication quand on les aura reçus. Voilà pour les outils nouveaux ou anciens à votre disposition pour rendre la démarche EglisVert visible, en plus de tous les PDF accessibles librement sur notre site. Voilà. Merci. C'est Marie-Lorraine qui reprend la balle pour les fiches, formation, tout ça. Super, merci beaucoup. Alors, je vais vous emmener sur le site internet EglisVert pour vous montrer directement où ça se trouve sur Internet. Donc, lorsque l'on se connecte à eglisvert.org, tout d'abord, sachez que vous retrouvez toutes les actualités ici. On parlait juste avant du temps pour la création. Lorsqu'on aura des outils à vous proposer, ils seront mis dans les actualités. On retrouve les lettres, les newsletters, on retrouve voilà, toutes les informations avec des belles images ici. Je voulais vous signaler que 2022 a été pour nous le commencement de formation à destination des communautés. On a eu une première formation qui portait sur redonner du souffle à une démarche EglisVert qui aurait pu perdre un peu de souffle. On a eu une formation sur les chauves-souris, quelle est l'importance quel est le rôle particulier des églises vis-à-vis des chauves-souris. Vous retrouvez toutes ces formations en ligne dans la section vidéo que je vous montre là. Voilà, on retrouve les formations chauves-souris, la formation réveiller une démarche qui dort. Et juste pour vous signaler, notre dernière fiche se trouve avec toutes les autres fiches dans la section ressources et outils. Vous voyez, donc on retrouve les 5 thématiques de l'éco-diagnostic, les outils de communication. Et ça se trouve, la dernière fiche se trouve ici, accueillir les chauves-souris. Merci beaucoup. Notre prochain sujet dans les outils concerne la fresque du climat. Avant que notre intervenante nous en parle un petit peu plus en détail, on voudrait vous poser une question. Et voilà, donc je vais la lancer. Vous allez avoir un sondage qui va s'afficher sur votre écran. Et on est très curieux de savoir si vous avez déjà utilisé ou non cet outil. Si je vous partage juste les résultats, voilà ce que ça donne. On va dire, si on additionne les deux, on est plutôt sur une moitié-moitié des qui connaissent ou qui ont prévu d'expérimenter et d'autres qui n'ont pas encore expérimenté la fresque du climat. Et donc, c'est super parce que on va avoir une intervenante pour nous la présenter. Vas-y, Pascal. En fait, pour ceux qui connaissent la fresque du climat, puis en 2 mots pour tous les autres, hein, c'est un outil de sensibilisation extrêmement pédagogique et nourrissant sur la complexité des enjeux climatiques. Et en même temps, cet outil, il a été mis en place par une association qui n'est pas, enfin, dans laquelle un bon nombre d'ailleurs de chrétiens sont engagés, mais enfin une association complètement aconfessionnelle. Et il peut être perçu comme finalement complètement déconnecté de l'espérance chrétienne. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail s'est mis en place, a beaucoup travaillé ces derniers mois, non pas pour, enfin il s'agit bien de respecter la fresque du climat, qui est un bel outil qui ne nous appartient pas, mais pour l'accompagner par une perspective qui est la nôtre, qui est une perspective de foi. Et donc on a demandé à Hélène de Besançon de nous en dire un peu plus à ce sujet. Hélène siège au sein du bureau élargi d'EglisVert. Il y a le bureau d'EglisVert qu'on vous a présenté tout à l'heure, et puis il y a 3 fois par an une rencontre toute la journée du bureau élargi avec un certain nombre d'associations fondatrices ou très actives au sein de la vie d'EglisVert. Et Hélène y siège en tant que représentante des référents diocésains à l'écologie intégrale. Hélène, à toi la parole. Merci Pascal. Puis je suis aussi référente écologie intégrale pour le diocèse de Besançon. Et puis je suis aussi ambassadrice EglisVert et animatrice de la fresque du climat, qui est un outil que j'aime beaucoup. Donc je vais le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et vous dire un peu voilà, tous les atouts qu'il représente. Alors, la fresque du climat,
c'est un outil qui est à la fois ludique et très pédagogique, qui permet de sensibiliser le grand public aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique. On peut l'utiliser aussi bien avec des jeunes à partir de 9-10 ans qu'avec des adultes, bien sûr. C'est un jeu de cartes et les cartes, elles ont été établies à partir des rapports du GIEC. Le GIEC, j'espère que vous en avez tous entendu parler, c'est ce groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Voilà, les rapports du GIEC font, je crois, 4000 ou 6000 pages et là, elles sont résumées dans ces cartes. Donc, ça permet de s'approprier de façon très concrète ce que nous dit le GIEC. Alors, très concrètement, là-bas, c'est un professeur d'université qui s'appelle Cédric Ringenbach qui devait donner des cours sur le climat à ses élèves. Et au lieu de leur faire un cours magistral, il avait pris les graphiques du GIEC et puis il les avait mis sous forme de petites cartes en leur demandant de les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Et il s'est aperçu que ça fonctionnait beaucoup mieux au niveau de l'appropriation des problématiques que s'il faisait un cours magistral. Et donc, petit à petit, il a perfectionné son jeu. Et puis, donc, il a créé l'association de la fresque du climat en 2018. Donc, l'atelier dure 3 heures. Alors, ça peut paraître un peu long, mais en général, la plupart du temps, on ne voit pas le temps passer. Puis souvent, ça dure même un peu plus parce que les gens ont envie de discuter après coup. Ça se joue par table de 4 à 8 personnes et il faut un animateur formé par table ou à la rigueur un animateur pour 2 tables. Et l'idée, c'est donc de remettre les cartes dans l'ordre en partant des causes et en allant vers les effets, vers les conséquences. Tout cela guidé par l'animateur, donc. Et puis, c'est ce qui constitue donc la fresque. Une fois qu'on a, comme vous voyez sur cette table, mis les cartes dans l'ordre et puis redécoré, c'est ça qu'on appelle la fresque. Et puis, la deuxième partie du jeu, des 3 heures, c'est une partie qui est plus orientée vers les solutions que l'on peut mettre en œuvre, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, pour essayer de limiter ce dérèglement climatique qui est en cours. Voilà. Alors, comme l'a dit Pascal, des chrétiens ont souhaité pouvoir utiliser ce jeu en contexte paroissial, chrétien, communautaire, suite à une assemblée des évêques à laquelle participaient des référents à l'écologie. Donc, il y a eu ce groupe de travail qui a apporté, qui a une réflexion, qui a ajouté une réflexion au jeu de la fresque du climat. Et ce groupe a créé 2 fiches pratiques. Alors, la première, on voit là seulement la première page, qui s'appelle « Guide d'animation spirituelle d'une fresque du climat ». Donc, cette fiche pratique, elle offre des ressources spirituelles qu'on peut glisser dans l'animation d'une fresque, par exemple en illustrant avec des paroles bibliques ou des paroles de grands penseurs ou chefs chrétiens, en illustrant les constats de la fresque, en rappelant aussi que nos églises se préoccupent de ces problématiques et puis nous appellent tous à une conversion écologique. Cette fiche, elle donne aussi des petits guides pour guider les échanges lors de la seconde partie de la fresque. Voilà. La seconde fiche pratique s'appelle « Organiser une fresque du climat » et elle facilite la tâche à toute personne souhaitant organiser une fresque au sein de sa communauté ou de sa paroisse. Et elle apporte donc toutes les informations pratiques concrètes. J'ajouterais juste à ça que ce qui peut faire peur, c'est les animateurs, mais il existe en France, je crois, d'entre 10 000 et 15 000 peut-être animateurs formés qui se tiennent prêts à venir animer, même en paroisse, des fresques du climat. Où trouve-t-on ces petites fiches? Je vous ai fait ce schéma. Donc, sur la page d'accueil du site d'Église Verte, dans la rubrique « Ressources et outils ». Ensuite, on tombe sur les 6 pavés de thématiques, des fiches pratiques. Et dans le pavé « Enseignement, engagement local et global », voilà, on trouve les 2 fiches pratiques que je vous ai montrées. Voilà. Et je terminerai en vous disant que moi, personnellement, j'adore organiser des fresques. J'en fais peut-être pas assez à mon goût, mais parce que c'est toute une petite logistique à mettre en place. Et voilà, mais j'aime beaucoup cet outil qui permet à la fois d'aborder cette question du dérèglement climatique dont je trouve qu'on parle malheureusement assez peu dans les médias.
et tout en même temps d'aborder la place de l'homme et notamment du chrétien sur notre terre aujourd'hui et son rôle par rapport à tous ces défis. Dans ces fresques, il y a toujours 1000 débats qui s'ouvrent, il faut souvent freiner, les gens sont souvent se montrent très intéressés. Et la pédagogie de la fresque, elle est vraiment percutante. Moi, je suis frappée comme à chaque fresque que j'anime, les gens me disent qu'ils n'avaient pas vu à quel point tout était lié. Voilà. J'ai pas de retour personnel de personnes qui auraient changé leur vie suite à une fresque. Il y en a, je l'espère. En tout cas, moi, je suis convaincue qu'il est vraiment d'utilité publique, que tout le monde y participe et les chrétiens aussi. Donc, j'encourage chacun de vous à vous intéresser à cet outil génial. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Donc voilà, vous venez d'entendre toute une série, pardon pour le côté certainement un peu speedé de tout ce qu'on a. On a tellement de choses qu'on a envie de partager avec vous ce matin que forcément c'est un peu au pas de charge. Mais là, on ouvre le deuxième temps de la matinée, donc c'est enfin à vous que la parole est donnée. Vous n'avez plus à écouter, vous avez à parler avec ce premier atelier que nous vous proposons, qui va durer en gros une demi-heure à peu près, hein, autour d'une question simple, qu'est-ce que la démarche Église verte modifie dans ma vie communautaire, dans la communauté dont je suis membre? Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de savoir jusqu'à quel point nous verdissons peu à peu notre communauté d'Église. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'en est-il de notre façon de faire Église ensemble? Qu'en est-il de notre manière d'être ensemble en Église? Et est-ce que la démarche Église verte fait peu ou prou bouger les lignes de notre manière d'être ensemble en Église? Par exemple, qu'en est-il de l'évolution des relations entre les personnes? Est-ce que l'Église verte change quelque chose à nos relations communautaires? Qu'en est-il de la place du pasteur, du prêtre? Qu'en est-il de l'accueil des nouveaux venus, des personnes étrangères? Qu'en est-il des liens entre notre communauté et la cité, etc., etc. Vous voyez, donc ce qu'on a envie de réfléchir ensemble, ce qu'on a envie de vous inviter à discerner ensemble ce matin, c'est voilà, est-ce que, et jusqu'à quel point ou dans quelle mesure, notre démarche Église verte, voilà, fait bouger les lignes de la vie de notre communauté d'Église, en sachant qu'on a parfaitement le droit de se dire que ben non, ça n'a rien fait bouger ou que ça n'a pas fait bouger grand-chose, et ce n'est pas forcément grave. Mais l'idée, c'est bien de s'inscrire dans une démarche de conversion en se rappelant qu'une conversion, elle est toujours globale par définition. Bien, donc je reprends mon déguisement de Monsieur Loyal avec ma veste rouge, mon chapeau haute forme et tout le tralala. Pour ouvrir donc la troisième séquence de notre matinée, c'est à nouveau un peu l'équipe nationale qui reprend la parole sur la vie, les projets, les chantiers en cours, etc. Et c'est donc d'abord Robin, le président de l'association. C'est Robin qui va partager avec nous tous différents éléments d'information et de réflexion sur l'organisation interne, qu'on pourrait appeler avec plein de guillemets la gouvernance, puis la place des communautés dans la vie de l'association. Robin, à toi la parole. Merci Pascal. Alors un petit mot sur l'organisation interne. On a eu un changement important cette année avec un changement de secrétaire général, puisque Laura Morosini part sous de nouveaux cieux servir cette fois-ci toujours la cause écologique, mais au sein du mouvement Laudato Si, et elle est recrutée pour coordonner le mouvement Laudato Si Europe. Donc Laura était vraiment une pionnière d'Église verte, donc c'est
une des pionnières d'Église verte, et c'était donc une transition assez importante pour notre équipe. Et puis, Frédéric Baumann aussi, qui a baissé progressivement son activité parce qu'il est en changement de professionnel. Voilà, je ne veux pas trop m'étaler sur… enfin, si, voilà, il veut s'installer dans le maraîchage, et puis il a un boulot dans sa commune plus locale. Mais il nous a beaucoup aidé à mettre en place Scolana. Ça a déjà été évoqué. Donc, il arrête progressivement ces mois-ci. En parallèle à tout cela, et ben en fait, l'équipe s'est consolidée. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas non plus un bouleversement trop lourd, puisque en fait, les 3 personnes qui sont embauchées maintenant, Juliette, Marie-Lorraine, Delphine, en fait, sont déjà dans l'équipe depuis un petit moment, et leur temps de travail a augmenté. Donc, une grosse consolidation de l'équipe. On est en train de recruter un nouveau ou une nouvelle secrétaire générale. Ça prend un peu de temps parce qu'on veut faire les choses bien, mais c'est en très bonne voie. On est dans les dernières étapes. Là, on espère avoir une personne avant l'été. Donc, c'est un peu ces réorganisations internes. C'était l'occasion à la fois de consolider l'équipe, ça je l'ai déjà dit, l'équipe salariée. Et puis, c'est aussi l'occasion d'un engagement fort du bureau, qui est d'ailleurs autocomplet ce matin avec vous. Et c'est pour moi aussi l'occasion de vous dire, de rappeler, d'insister sur le fait que l'Église verte, c'est un outil au service des églises. On n'est pas un mouvement autonome ou qui a son propre… qui choisit ses propres directions. On est vraiment un outil qui se met au service des églises. C'est pour ça qu'on a 3 membres de droit dans le bureau de pilotage d'Église verte. C'est un représentant de l'Association des évêques orthodoxes, un représentant de la Conférence des évêques de France et un représentant de la Fédération protestante de France. Et que ces 3 représentants sont eux-mêmes mandatés directement par les présidents de leur église, et c'est à eux que nous devons rendre des comptes. Et l'organe de coordination s'appelle le Conseil des églises chrétiennes en France, où il y a vraiment la gouvernance des 3 églises qui échangent quand il y a des sujets importants à mettre en commun. Et l'Église verte, voilà, se soumet à cet organe-là. D'ailleurs, moi, j'étais invité par Pascal à l'Assemblée des évêques catholiques à Lourdes. Et du coup, c'est l'occasion vraiment de nourrir des liens, d'entretenir des liens œcuméniques très, très forts. Et le temps pour la création, dont on a déjà un petit peu parlé, on entendra encore parler. Et en fait, chaque année, en France, il est piloté par ce fameux CCF, Conseil des Églises chrétiennes en France. Voilà, donc, on ne fait pas ce qu'on veut tout seul dans notre coin. On travaille vraiment en lien les uns avec les autres. Vous avez une petite diapo, structuration de l'association, qui montre en fait comment est composé le bureau et le bureau élargi. Donc là, il y a les 3 églises chrétiennes que j'ai citées, et puis il y a les membres de référence, Arocha France, le CERAS, Secours catholique, CCFD, le réseau des référents à l'écologie intégrale, Chrétiens unis pour la terre. J'espère que j'ai oublié personne. Et à la prochaine Assemblée générale, on va ajouter des nouveaux membres de référence. On voudrait que le mouvement Laudato Si puisse être partie prenante aussi, et peut-être que ce sera une manière pour Laura de continuer à travailler avec nous. Il y aura la Commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France, et pour avoir du coup un représentant un peu au même titre que le réseau des référents à l'écologie intégrale. Et puis la Fédération de l'entraide protestante, qui sera un peu un équivalent du Secours Secours catholique pour l'action sociale. Voilà. Ensuite, dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que Église verte grandit. On grandit avec des déclinaisons qu'on va vous présenter un peu là dans quelques instants, et puis grandit en nombre, et donc il y a un développement important. Et on a à cœur que l'outil Église verte reste vraiment un outil de transversalité entre les communautés, un outil d'émulation collective. Il ne faut pas qu'au moment où on grossisse, on
on se durcisse en termes de gouvernance ou que ça devienne pyramidal. Voilà, il y a vraiment un enjeu de mise en œuvre de l'écologie intégrale et puis aussi peut-être de réflexion aussi à la démarche synodale sur les changements ecclésiologiques, changements d'organisation de nos églises. On peut y contribuer. Il s'agit en fait de fonctionner plus en réseau ou en rhizome, pour prendre l'image naturelle du rhizome, plutôt que vraiment en structure pyramidale. Donc, pour ça, on a besoin un peu de vos aides, de votre réflexion, parce que normalement, les communautés sont représentées, c'est dans nos statuts, dans le bureau élargi. Il faudrait qu'il y ait un représentant de toutes les communautés qui sont présentes aujourd'hui dans le bureau élargi. Mais on ne sait pas trop comment nommer ce représentant. Donc là, on est en train d'y réfléchir, parce qu'on n'a pas envie de faire non plus une usine à gaz avec des délégations, de machin. On veut garder vraiment la souplesse actuelle d'Église verte. Et puis, donc ça, on y réfléchit, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Et puis, pareil pour la modalité de participation à l'Assemblée générale, qui est vraiment l'instance de décision formelle. Je leur dirai un petit mot tout à l'heure, mais c'est le 25 juin prochain. Donc déjà, chaque communauté peut assister à l'Assemblée générale, ça c'est sûr. Et puis, notre Assemblée de communauté, on l'a fait exprès avant l'Assemblée générale pour pouvoir nourrir l'Assemblée générale de tout ce que l'Assemblée des communautés a évoqué ou nous faire remonter s'il y a des choses à faire remonter. Mais on n'a pas encore d'outils très précis pour faire le lien entre les deux et on y travaille. Voilà. Et Pascal, tu peux compléter si tu penses que j'ai oublié des éléments. N'hésite pas. Non, c'était parfait comme toujours, Monsieur le Président. Non, sérieusement, je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Robin. Et là, c'est Jean-Pierre qui va prendre la parole pour… Voilà, on est moins dans le souffle, mais on est dans la vraie vie aussi. Les questions budgétaires, c'est normal et c'est même nécessaire que vous soyez informés de la situation budgétaire de l'association que nous formons tous ensemble. Jean-Pierre. Tout simplement, un budget commence par des recettes. On ne dépense que de l'argent que l'on a reçu, quand on est une association en particulier. Donc, vous voyez là, c'est le projet qui a été voté l'année dernière par l'Assemblée générale et ce qui a été réalisé. La première ligne en vert est particulièrement importante puisqu'il s'agit des contributions et dont on dit bien contributions pour les communautés, car sachez qu'une église n'a normalement pas le droit de verser de sous à une autre association, ce n'est pas ce qui est demandé, mais par contre, elle peut très bien contribuer au fonctionnement et à un service rendu. Or, Église verte étant un service rendu à votre paroisse, vous pouvez parfaitement contribuer au fonctionnement et c'est pourquoi vous recevez dans ce cas-là ce qu'on appelle rapidement une facture, en tout cas une participation aux frais, ce qui est tout à fait légal et possible. Donc, on avait projeté d'avoir 37 000 €, on en a eu 29 565, on n'est pas très loin de l'objectif, mais pas tout à fait. Et puis, autre recette. Alors, 2021, c'est l'année où nous avons basculé de la gestion portée par Arocha à notre association autonome. Et donc, quand on a fait le bilan de fin d'année, ce qui restait aussi comme sous que nous avions à Arocha des années précédentes a basculé, ce qui fait que les autres recettes sont un peu plus importantes que prévu. Donc, c'est 6 674. Ça contient le solde de tout ce qui était les années précédentes. Donc, nous avons pu travailler avec 145 000 et quelques euros. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, la diapo suivante. Oui. Elle arrive. Les dépenses, voilà. Donc, les dépenses réalisées. Alors, ce que l'on appelle animation et développement, c'est essentiellement les salaires ou les prestations, d'une part, pour toute l'animation. Vous avez vu, on vous a présenté l'équipe qui travaille pour nous et pour vous, qu'elle soit salariée ou auto-entrepreneur. Voilà. Et nous avions un projet important puisqu'il fallait développer tout ce qui est formation animateur, les déclinaisons pollen et tout cela. Nous n'avons pas pu dépenser tout l'argent que nous avions
puisque les choses, le temps que ça se mette en route, ça ne va pas aussi vite que prévu. Voilà. Autre frais de développement, quand il y a des actions particulières, voilà, tout ce qui n'est pas directement un petit peu lié à des projets précis d'animation et de développement. Loyer et bureautique, nous avons un siège à Paris qui est mis à notre disposition contre contribution par une congrégation, et nous en sommes très reconnaissants, plus un peu de location de matériel. Le site Internet, il est en renouvellement avec les soutiens de la Fondation Porticus. Nous n'avons pas avancé aussi vite que prévu, donc c'est en cours. La base de données Scholana, on vous en a parlé tout à l'heure, elle a pas mal avancé. Vous voyez que ici. Communications diverses, oui, c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de communications avec tous les lancements et tout ce qui est. Gestion administrative et comptable, c'est budgétisé. Nous avons un bureau comptable. Nous avons mis quand même en particulier la formation générale et ambassadeur, qui est un pôle quand même important, qui arrive à ce montant-là. Donc, voilà ce que l'on a dépensé. Et si on prend la diapositive suivante, on verra que le bilan est positif dans la mesure où cette année, nous avons reçu plus que nous avons dépensé. Mais comme je disais, il y a déjà 20 000 € de plus de Porticus qui nous sert de fonds de réserve, un peu. Et puis, nous n'avons pas dépensé tout à fait tout ce qu'il fallait. Donc, nous avons pu commencer l'année avec un solde positif de 35 000 €, ce qui était une chose importante. Oui, il faut toujours avoir un fonds de réserve pour démarrer d'une année sur l'autre. J'ai ajouté à ces chiffres, quand même, parce qu'on se dit quelquefois, mais que font les membres de droit et les églises qui nous ont boostés au départ? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'elles mettent à la disposition des ressources humaines par les structures fondatrices et les associations référentes. Ce sont des personnes qui sont soit salariées par voilà, la Conférence des évêques ou par l'Église protestante unie ou par le CERAS, etc. Et qui travaillent effectivement d'une façon très concrète. Et ça fait facilement un équivalent temps plein. Sachez que le bureau se réunit toutes les semaines 1 heure, que chacun, que ce soit Pascal, Robin ou autre, Pierre, Gazarian, suivent les groupes, passent du temps chaque semaine. Et puis, il y a aussi du bénévolat, soit de membres retraités ou d'un trésorier retraité, et puis aussi de membres des associations référentes qui ne sont pas salariés pour ça, mais qui passent du temps, et ça fait encore un deuxième équivalent temps plein. Ça fait donc une personne à temps plein quand même qui est financée par nos organismes fondateurs et les référents. C'est quelques bénévoles à ne pas oublier. Parce que s'il fallait les payer, le budget ne serait pas le même. Alors, passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et là, j'attire l'attention, comme je l'ai déjà fait l'année dernière, sur l'importance des contributions des églises. Vous voyez en vert ce qu'on appelle le budget total. Bon, ça, c'est le chiffre qui soit en recettes ou en dépenses. Des 4 années, l'année 1, c'est 2020, quand nous avons démarré. Nous avions essentiellement des contributions et un peu d'autres recettes, Fédération protestante, secours, enfin, la conférence des évêques à Rochat, financée un petit peu pour démarrer. Et puis l'année 2, c'est 2021, c'est le gros boost avec la subvention Porticus. Donc les autres recettes en orange, là, elles ont bondi. Et puis la contribution et les dons, j'ai un peu regroupé, a augmenté légèrement, 29 000. Pour 2022, l'année 3, nous espérons 43 000 € de contribution, d'autres recettes 117 000, vous voyez, pour ce budget. Et puis pour l'année 4, 2023, alors que les subventions de Porticus vont diminuer, la bande bleue, les contributions et dons sont importants. Et c'est important parce que cette colonne bleue là, qui est en progression, c'est vraiment la pérennité et la liberté d'Église verte. Pérennité, pourquoi? Parce que les subventions sont attribuées sur projet, au coup par coup. Par exemple, nous avons une grosse subvention pour faire la base de données, pour lancer les différentes déclinaisons pour le pollen, etc., pour relancer le site. Mais ce n'est pas du fonctionnement.
Or, vous voyez bien que nous avons une équipe qui est à votre écoute, qui est à votre service, qui travaille pour vous. Et ça, ce n'est pas vraiment subventionné par des projets. Et en même temps, si on ne fait que travailler sur projet, on va finir par être au service des organismes qui nous soutiennent. Si nous voulons garder notre liberté d'action et vraiment le cœur, il faut que nous ayons aussi une part importante de notre financement qui soit autonome, c'est-à-dire qui soit la contribution des membres, des gens qui viennent. Alors, je sais que ça peut être difficile parce que entre les milieux protestants, enfin, les structures protestantes, catholiques, orthodoxes, les modes de financement ne sont pas les mêmes. C'est à réfléchir, mais c'est important. Je terminerai juste avec la diapositive suivante, où j'ai relevé sur les 2 dernières années le nombre de contributions par montant. Donc, sachez qu'en l'année dernière, 2021, on avait à peu près 140, 150 communautés qui ont vraiment contribué. Cette année, il y a déjà une soixantaine qui ont contribué. Et quand j'ai fait l'analyse de ces dons, vous voyez qu'en bas, c'est le montant des contributions, ici. Entre 0 et 100, c'est-à-dire aux environs de 50, il y a 27 communautés qui ont contribué. Quand on est entre 50 et 150, vous envoyez 72. Ensuite, entre 150 et 250, il y en a 46, puis 22 au fur et à mesure que cela, voilà, que ça augmente. Ce qui veut dire que quand même le gros des contributions se situe entre 150 et 250. D'ailleurs, c'est ce que l'on dit, on suggère une contribution entre 100 et 500 euros, et les réponses sont à ce niveau-là. Quand on sait qu'il n'y a que 160 communautés qui ont vraiment contribué, peut-être que dans les gros chiffres, là, 400, 500, c'est des regroupements de plusieurs communautés, hein, on pourrait le voir. Ça veut dire que si on fait l'effort quand même chaque année, que chaque communauté qui est engagée à Église Verte trouve le moyen de financer entre 100 et 200 euros, nous assurons la pérennité de notre structure. Vous verrez tout à l'heure qu'on a comme objectif en 2023 d'arriver à 1500 communautés, on en est à 700 à peu près. Si 500 communautés versent 100 euros chacune, ça fait 50 000 euros. Si on arrive à 700 communautés, on arrivera à nos 75 ou 80 000 euros d'autofinancement qui permettront à la fois d'assurer la pérennité du salaire de nos animatrices et de nos animateurs ici, et puis notre autonomie pour pouvoir répondre vraiment à nos objectifs. Alors, vraiment, c'est important de prendre conscience de cela, et c'est pourquoi je dis que je prends un petit peu de temps là-dessus. Vous qui êtes au niveau des communautés, des fois on se dit, bon, mais si on fait une fête de la Saint-Patrick ou une fête du temps pour la création, et si à ce moment-là on a une collecte ou quelque chose et qu'on arrive à récolter 150 euros par an, et que vraiment toutes les communautés le font régulièrement, notre budget et notre autonomie de décision seront assurées. Voilà, merci de votre attention. Alors, s'ouvre maintenant, toujours dans notre 3e moment sur la vie et les projets, s'ouvre maintenant une séquence où nous allons, les unes après les autres, évoquer les déclinaisons Église Verte et l'état du travail sur l'avancement de ces déclinaisons. Donc, par avance, je remercie chacune de nos camarades de jeu de bien respecter les 2 minutes qui lui sont allouées, parce que sinon, voilà, ce sera trop long. Donc, par ordre d'entrée en scène, c'est d'abord Juliette sur les déclinaisons concernant les jeunes. Oui, donc nous avons 2 déclinaisons pour la jeunesse, une pour les groupes d'ados et une pour les groupes de jeunes adultes, étudiants, jeunes actifs, etc. La première, Pollen d'Église Verte, elle a été testée en 2020-2021 grâce à... et animée par Yasmine qui était en service civique. Donc ce test a permis de la lancer officiellement en septembre 2022 avec la remise du prix du challenge, donc parce que chaque année il y a un petit défi pour les groupes avec une récompense, donc avec la remise du prix au groupe de Bordeaux. Donc ce projet-là,
ça se lance doucement, les groupes participent, on a des retours sur les actions qu'ils font. L'idée de ce nom pollen, c'est vraiment de polliniser la paroisse, le collège, le lycée, etc., de bonnes idées écologiques. Donc, il y a aussi cette idée de vivre des choses au sein du groupe de jeunes et avec la communauté plus large dans laquelle on est. Et donc, j'ai oublié de corriger la diapo, mais il y a 3 groupes protestants cette année. Église verte jeune, on a eu un peu plus de mal, notamment parce que le groupe de travail qui avait imaginé le questionnaire, etc., c'est un peu dissous, arrêté de se réunir régulièrement. Donc, c'est prévu pour les aumôneries étudiantes, les groupes de jeunes adultes, etc. Donc, le test avait eu lieu l'année scolaire dernière aussi, mais il y avait un seul groupe qui participait et c'était un groupe de travail sur Laudato Si, donc bon, c'était déjà leur sujet. Et donc cette année, il y a 2 testeuses, donc c'est toujours pas assez pour savoir ce qu'on en fait officiellement. Et donc c'est vraiment quelque chose à relancer l'année prochaine. Et d'ailleurs, pour animer ces 2 déclinaisons jeunesse, recruter des groupes, aller en voir, proposer des animations, des événements, communiquer avec un public jeune sur Internet, on recherche quelqu'un en service civique. Donc, je vais vous mettre le lien de l'annonce dans la discussion juste après. Donc, si vous connaissez un jeune qui habite à Paris, en région parisienne, ou qui est prêt à y venir pour l'année scolaire, voilà, on sera ravis d'avoir cette personne parce que cette année, c'est moi qui m'en occupe et pas aussi bien que je l'aimerais parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et donc, ça permettrait aussi un meilleur accompagnement, plus de ressources, etc., d'avoir une personne pour ces déclinaisons. Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Juliette. Marie-Lorraine pour la déclinaison association. Merci. C'est à moi. Voilà le logo, magnifique. Donc, la déclinaison Église verte association s'adresse aux associations non cultuelles, donc pour les autres associations, les autres structures chrétiennes sous forme associative. C'est un groupe de travail qui s'investit depuis 2 ans et demi, qui va bientôt permettre la sortie officielle le 24 juin 2022 de cette déclinaison. Donc, on remercie beaucoup le CEDRE, la Fédération de l'entraide protestante et le Secours catholique qui se sont beaucoup investis dans le groupe de travail pour donner jour à cette déclinaison. Suite à la sortie officielle, nous proposerons des webinaires de présentation à la rentrée en septembre 2022 pour expliquer la démarche et permettre l'entrée en démarche du plus grand nombre. Cette déclinaison s'adapte au monde associatif grâce à un éco-diagnostic qui a évolué par rapport à celui que vous connaissez et qui comportera 7 domaines d'évaluation: la gouvernance, gestion management, les bâtiments, le terrain, local global, l'alimentation avec ou sans restauration et le spirituel. Et aussi, afin de s'adapter cette fois-ci à la taille des associations, parce qu'il y en a des toutes petites locales et des très grandes nationales, l'éco-diagnostic sera présent en 3 échelons. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse association@egliseverte.org. Merci. Merci Marie-Lorraine. Alors, dans notre plan de présentation, c'est maintenant la déclinaison famille. Donc, théoriquement, pour la déclinaison famille, ce devrait être Delphine qui vraiment la porte au quotidien. Mais comme je vous le disais en début de rencontre, Delphine de Monjour, elle est actuellement tout le week-end à Dijon, où elle représente avec Jean-Pierre l'association et le mouvement Église verte pour le colloque des associations familiales protestantes. Et comme au titre du bureau, c'est moi qui suis un petit peu, qui accompagne Delphine, je vous parle en quelques minutes de la déclinaison Église verte famille. Chacun aura compris sur le logo que c'est l'âme de la Sainte Famille. Voilà. Alors, cette déclinaison famille, elle est actuellement tout au long de l'année scolaire universitaire 2021-22 en phase de test et elle va être lancée de façon opérationnelle officielle pour septembre prochain. Elle se présente sous la forme d'un parcours qui est proposé sur une durée de 2 ans ou plus. Si j'avais 2 ans, c'est un peu court pour les familles. Vraiment dans une logique du soin de la création et en même temps
de la croissance spirituelle et humaine de la famille et de chacun de ses membres. L'idée, c'est que les familles intéressées se regroupent en 5 ou 6 familles, par exemple, de proximité territoriale, et que le parcours de 2 ans ou plus fonctionne sur la base d'une alternance entre temps de travail, de réflexion, d'échange et de prière en famille, et puis temps entre les familles du groupe, au moins 3 fois par an, par exemple. Un certain nombre de thématiques qui sont proposées, organisées en 6 grands domaines, sur la vie de la famille, sur ses pratiques quotidiennes, sur le lien entre la famille et son extériorité. Enfin, oui, il y a tout un tas d'axes de discernement et de travail qui sont proposés, avec à chaque fois dans ce cheminement toujours la même démarche pédagogique, le diagnostic, on fait le point où est-ce qu'on en est sur nos pratiques, et ensuite l'échange au sein de la famille, et puis bien sûr la prise de décision sur tel ou tel engagement sur lequel on s'efforce d'aller plus loin. Et comme dans chacune des déclinaisons Église verte ou pour le tronc commun Église verte, la même logique de labellisation, l'idée étant que chaque famille puisse progresser peu à peu. Très honnêtement, tout ce projet, on le travaille avec toute une série de partenaires et d'acteurs de nos différentes églises chrétiennes. Franchement, je trouve que ce projet est extrêmement bien construit. Je me permets de le dire parce que moi, j'y suis pour rien, je l'accompagne. Mais voilà. Il faut quand même qu'on progresse. Je fais appel à votre imagination, votre créativité. Il faut qu'on progresse sur l'ajustement, l'adaptation de nos outils de prière, d'échange, de pédagogie, à la diversité des âges des enfants dans une famille. Parce qu'évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec des ados de 15 ans et avec des enfants de 5 ans au sein d'une famille. Et donc là, on a encore une marge de progression. Mais voilà, la phase de test sert à cela et on aura une belle proposition à adresser à tout le monde pour la rentrée. Voilà pour cette déclinaison famille. Et je passe la parole à Blandine pour la déclinaison monastère. Alors, c'est Sœur Nathanaël qui commencera. Nathanaël est encore là. Alors, Sœur Nathanaël et Blandine. Oui, j'ai tout fait pour pouvoir être parmi vous. Donc voilà, pour la déclinaison monastère, de la présentation du groupe de travail. Donc nous sommes 6 frères et sœurs à travailler sur cette déclinaison. Donc 2 dominicaines, un frère bénédictin, une sœur diaconesse de Reuilly et Blandine et moi. Donc, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur ce projet et avec une phase de test qui a commencé l'année dernière. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Voilà, donc on a fait la phase de test de juin à juillet 2021. 20 monastères ont accepté de participer à cette phase de test avec de nombreuses propositions de correction, d'ajout. Et c'est ce qui nous donne beaucoup de travail. Donc, depuis septembre 2021, nous espérions une mise en ligne en avril et ce ne sera qu'en septembre prochain. Voilà, pour différentes raisons, mais entre autres parce que ça demande beaucoup de travail pour prendre en compte ou non toutes les remarques qui nous ont été faites, afin d'offrir un outil qui soit utile à tout le monde. Et là, je passe la parole à Blandine. Donc, moi, je vais prendre la suite avec la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, sur les grands axes un peu de l'éco-diagnostic, juste pour présenter un peu les spécificités de cet éco-diagnostic, vous voyez que la base, c'est un peu la même que celui des paroisses, c'est fait exprès, bien sûr, avec on retrouve terrain, bâtiments, célébration, etc. Bien sûr, adapté au monde monastique. Et puis, on trouve d'autres parties, donc la partie C, donc plutôt la partie artisanat monastique et les magasins. Et puis, la grande spécificité, c'est cette partie G, écologie et vie communautaire, qui en fait est notre partie gratuite. C'est une partie qui n'aura pas de points.
ce qui est un peu étonnant dans cet éco-diagnostic et qui va permettre de mettre en lien un peu notre vie communautaire, nos vœux religieux avec l'écologie intégrale. Donc, ça peut être, par exemple, par rapport au vœu d'obéissance, toute la façon dont seront prises les décisions en communauté, pouvoir faire relire à chaque communauté cette partie. Et puis, plus globalement, par exemple, le lien entre le gratuit et l'utile dans nos communautés, ou entre construire du commun et puis en même temps reconnaître la valeur de chacun, la valeur personnelle, les dons de chacun, etc. Donc voilà, c'est une partie qui a fait beaucoup réagir positivement, bien sûr, les communautés testées. Et puis voilà, c'est ce qui fait un peu de la spécificité de cette éco-diagnostic. Merci beaucoup. On peut savoir combien il y a de monastères qui sont engagés dans Église verte, à peu près, quoi, un ordre de grandeur? Alors, il y avait une vingtaine de monastères qui étaient testés cet été. D'accord. Et donc, cette proposition, vous allez l'envoyer en septembre à tous les monastères? Oui. Oui. Super. On réfléchit à la façon de le diffuser le plus largement possible, mais chaque communauté, normalement, devrait recevoir ce qu'il faut pour être averti. Moi, super. Oui, c'est aussi un des avantages de notre base de données, c'est qu'on peut contacter très facilement les communautés par type. Et donc, si vous étiez engagé dans le label général, mais qu'une déclinaison plus adaptée à votre réalité se prépare, vous serez prévenu, ça c'est sûr et certain, parce que désormais, on a les outils techniques pour. Voilà. Merci. Et je donne la parole à Hélène pour la déclinaison congrégation. Voilà, donc pour la déclinaison congrégation apostolique. Apostolique, voilà, puisque donc, qui concerne des congrégations religieuses de vie apostolique, donc pas dans des monastères. C'est une déclinaison un peu particulière puisque nous ne sommes que des congrégations catholiques, malheureusement, mais nous n'avons pas trouvé de cousins, cousines dans les autres confessions qui soient sur ce mode de vie des congrégations apostoliques. Mais on a senti l'importance de cette déclinaison quand même parce que nos modes de vie ne sont pas tout à fait, sont différents de ceux des monastères et donc besoin d'une déclinaison spécifique. On s'était lancé en fin 2020 à l'initiative de congrégations ignatiennes et puis repris au niveau de la COREF, donc de la Conférence des religieux et religieuses de France, avec un groupe pilote qui s'est réuni toute l'année en Zoom, de 15 religieux, religieuses de spiritualités différentes, de modes de vie un peu différentes, donc qui nous ont permis d'ouvrir un peu à différentes manières de vivre et d'envisager l'écologie dans nos vies religieuses. À partir d'octobre 2021, on a lancé la phase de test. Et donc, il y a 13 congrégations apostoliques aujourd'hui qui ont testé cette année et qui nous ont fait leur retour fin avril. Donc là, on est dans la phase de traitement de tous ces retours et avec l'espérance, mais sûre, de lancer officiellement cette déclinaison en septembre. Voilà, donc là, on est un peu dans le gros travail de reprise de tous les retours et puis de mise en ligne ensuite. Sur la diapo suivante, il y a quelques éléments. Donc, les fiches thématiques ressemblent tout à fait. On a 5 fiches thématiques aussi, comme les paroisses et églises, comme le label général. Mais à l'intérieur, on a rajouté des questions autour de la formation, bien sûr, sur la vie spirituelle. Et puis, la partie mode de vie est plus développée puisque nous partageons le quotidien, nous mettons notre argent en commun. Nous avons plus de choses à mettre dans cette partie mode de vie puisque tout est commun. Et on pourrait rebaptiser la partie engagement local et global en engagement apostolique puisque là, il y a quelque chose de notre ADN des congrégations apostoliques. Je fais 2 choix un peu particuliers. C'est à la fois celui de faire des fiches thématiques avec des questions ouvertes pour dialoguer et discerner avant d'arriver à l'éco-diagnostic. Donc, il y a 2 propositions à la fois
soit de prendre les fiches plutôt pour du dialogue en communauté et puis pour avancer comme ça, soit d'aller ensuite éventuellement jusqu'à l'éco-diagnostic chiffré et le label. Mais voilà, il y a un peu deux portes d'entrée qui sont plutôt complémentaires. Et aussi, il y a des questions qui sont spécifiquement pour les communautés locales, donc les frères et sœurs qui vivent localement ensemble dans des petites fraternités, et puis des questions pour les instances de gouvernement des congrégations, conseils provinciaux, régionaux, etc. Parce qu'on a vraiment senti le besoin d'impliquer tout le monde, donc d'impliquer chaque frère et sœur au niveau où il vit très localement, et en même temps de prendre des décisions structurelles si on veut que les choses bougent, et donc qui concernent l'économat provincial très souvent pour des choses plus importantes d'isolation, de choix de flotte de véhicules, etc. Donc voilà, deux niveaux, des questions un peu pour chacun de ces niveaux, pour agir local et penser global. Merci beaucoup, Hélène. Donc, vous voyez, au total, nous allons nous retrouver tous ensemble à la rentrée prochaine avec 6 déclinaisons. Il y en a déjà 2 qui sont opérationnelles, 4 qui sont incessamment sous peu, qui le seront incessamment sous peu. Donc, 6 déclinaisons en plus du tronc commun, à côté du tronc commun. C'est une manière aussi de souligner le fait que même si on n'est pas là pour faire du chiffre, ce n'est pas un projet en soi, mais comme on y croit, on a envie quand même d'être d'être de plus en plus nombreux et d'être de plus en plus nombreux à la fois dans tout ce que nous avons de commun et puis en même temps de ce qui est spécifique aux différents types de communautés. Et c'est pour moi l'occasion de donner la parole à Robin pour qu'il nous dise quelques mots justement sur nos objectifs de partage encore plus larges en même temps que de plus en plus approfondis. Robin ? Oui, effectivement, on a des objectifs assez ambitieux. On a, par exemple, évalué le nombre de communautés chrétiennes qui existent en France. On pense qu'il y a environ 15 000 communautés chrétiennes, si on compte les paroisses catholiques, protestantes, orthodoxes. Donc, on a de la marge. Il y a 800, un peu moins de 800 communautés aujourd'hui qui sont dans la démarche Église verte. Il y en a peut-être qui sont engagés dans la conversion écologique sans appeler ça Église verte, tant mieux. Mais n'empêche que on pense que le sujet est suffisamment important pour qu'il y en ait beaucoup plus. Donc du coup, on s'est fixé comme objectif pour fin 2023 d'atteindre aux 1500 communautés. Alors c'est à la fois énorme parce que ça revient à doubler, et en même temps, ça ne reste que 10% de toutes les communautés. Donc on a du pain sur la planche. Et puis, je crois qu'on a prévu du coup un petit sondage tout de suite là, pour vous demander si vous avez déjà parlé d'Église verte, la conversion écologique à d'autres communautés voisines. C'est-à-dire que même dans la logique des petits pas où votre communauté n'est pas forcément encore merveilleusement engagée et qu'elle a plein de difficultés, mais au moins elle a conscience des enjeux et elle a de l'envie, et ben, ça suffit pour en parler aux voisines, aux voisins. Juste à l'échelle de ma paroisse, pour nous à Romans, on fonctionne vraiment en tandem avec la paroisse catholique voisine et on s'encourage mutuellement. Il y a plein de projets qui sont mutualisés. Du coup, en fait, on se rend compte que l'écologie est aussi une occasion de vivre une communion beaucoup plus large avec les communautés voisines et parfois même de la même dénomination, de la même confession chrétienne. On est des fois très cloisonnés dans nos clochers. Robin, je vais lancer le sondage si tu veux. Voilà, le petit sondage. Avez-vous déjà présenté formellement la démarche Église verte à une autre communauté? Alors, vous pouvez cliquer oui ou non. C'est vraiment moite-moite, 50-50. Oh. Il y a un trucage là, c'est pas possible. Non. Merci. Alors, ça prouve qu'il y a là aussi, il y a de la marge, mais c'est bien qu'il y ait de la marge. Et cette marge, on a envie de la vivre aussi autour des 5 ans d'Église verte. Ce n'est pas du tout pour, on n'est pas assez vieux pour être dans une logique de commémoration. Ce n'est vraiment pas dans ce sens-là. Mais voilà, on se dit que ce temps des 5 ans, c'est peut-être une occasion, un prétexte au sens littéral du mot, pour approfondir notre sillon et puis pour élargir notre assise, en partageant encore plus tous entre nous et avec les autres. Et donc, c'est le 4e moment de notre matinée. On vous propose un temps d'atelier, un 2e temps d'atelier autour de ces 5 ans d'Église verte.
Et pour présenter ces ateliers, je vais donner la parole à Pierre Benoît de Paris, qui est référent diocésain pour l'écologie intégrale, dont la paroisse est très active depuis longtemps sur l'Église verte et qui travaille un petit peu et qui va travailler avec nous sur cette question des 5 ans. Pierre Benoît, je te donne la parole. La question qui sera posée, que peut-on faire pour célébrer l'existant et préparer l'avenir? Il y a un peu deux questions là-dedans. Il y a célébrer l'existant, comme l'a dit Pascal, sans faire du mémorial ou du je sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme qui donnerait envie de nous rencontrer, nous fortifier, nous rassembler autour d'une idée, d'un rendez-vous? Qu'est-ce que ça pourrait être ce rendez-vous? Et puis, préparer l'avenir, c'est un peu la dynamique voilà, toutes ces déclinaisons qui nous portent. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a trop, peut-être qu'on va plus savoir où donner, peut-être que justement ça nous nourrit. Alors, discutons un petit peu autour de ça, est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette matière et pourquoi pas profiter de cette envolée pour aller encore plus loin. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait être de rêver Église verte dans une très grande échelle, mettons que vous ayez les moyens de voir grand. Là, on va essayer de rêver comme ça. Et puis, on ne se pose pas trop la question de savoir si c'est réalisable ou pas, si c'est faisable dans notre communauté. On a envie de diffuser ça, de porter cette énergie pour nos différentes églises, pour le monde. Qu'est-ce que ça pourrait donner, voilà. Donc, je veux bien qu'on se lance en temps de rencontre. Donc, je vais à nouveau vous répartir dans les salles. Je vous remets les consignes si jamais il n'y a pas d'animateur dans votre salle. Et on compte sur vous pour un torrent de créativité, pour avoir un temps pour la création qui permette vraiment de célébrer, de faire parler d'Église verte, d'élargir encore plus. Voilà, donc c'est parti. Donc, je suis chargé de vous dire qu'on a pris des notes de tous ces temps en groupe et qu'on publiera la synthèse sur le site d'Église verte, bien sûr. Et puis aussi, surtout, oui. ces synthèses, elles seront, on pourra les transmettre à l'Assemblée générale, ou en tout cas, elles serviront de support pour l'Assemblée générale d'Église verte, qui se tiendra le 25 juin matin à partir de 10h, de 10h à 12h à peu près. Ça se tiendra physiquement à la cathédrale orthodoxe de Paris. Et puis tout le monde pourra suivre en visio normalement. Enfin, on est en train de mettre ça en place techniquement. Donc vous pourrez suivre l'Assemblée générale, mais pas participer, pas prendre la parole. Qu'est-ce que j'allais dire? Et on est en train de voir, on ne sait pas exactement si le nombre de places qu'il y aura, on ne sait pas si on sera en capacité d'accueillir plus de membres que les membres formels de l'Assemblée générale. C'est-à-dire si les représentants d'Église verte de la région parisienne qui voudraient assister, s'ils peuvent se déplacer. On est en train de voir le nombre de places, mais on vous communiquera les infos par la newsletter ou par les outils classiques de communication. Est-ce que, Pascal, est-ce que j'oublie quelque chose? Après, je crois que je dois dire un petit mot de conclusion, mais c'est tout. Non, tu n'oublies rien. Non, c'est bon. Eh bien, en tout cas, grand merci à tout le monde pour votre participation. C'était assez impressionnant de vivre ce temps à presque 130 personnes. Donc, c'est un peu évolué en fonction du temps parce que c'est assez long. On avait prévu un programme très dense avec assez peu de pauses. J'espère que vous vous êtes autorisés quand même de temps en temps à bouger
votre tête ou à vous lever de votre chaise. Merci à toute l'équipe d'Église Verte qui a vraiment beaucoup bossé pour cette matinée. Et on souhaite beaucoup de réussite à tous vos projets, de l'intensité dans vos rencontres, de la sincérité, de l'approfondissement, de la démarche, de la conversion écologique dans chacune de vos paroisses et dans chacun des cœurs de vos communautés. Et puis, on termine